Bonjour à tous, merci pour votre présence aujourd'hui. Je vous donne la bienvenue à ce webinaire de présentation du projet national de recherche collaborative sur les enrobés à l'émulsion pour réduire l'impact environnemental de la construction et de l'entretien des infrastructures routières. Je suis Camilo Durand, responsable scientifique et technique de l'IREX, Institut pour la recherche appliquée et l'expérimentation en génie civil, et j'accompagne le montage de ce projet national avec d'autres entités déjà investies. Au programme de ces webinaires, nous allons vous parler tout d'abord du contexte des constats et des enjeux liés aux enrobés à l'émulsion. Cette partie vous sera présentée par Frédéric Delfosse et Claude Georgy. Ensuite, les verrous vous seront présentés par Vincent Godefroy. Et ensuite, je vous parlerai du dispositif, donc du cadre projet national dans lequel ces projets se déroulera et sur le calendrier qui est prévu pour ces montages et les partenariats sur lesquels on compte déjà et qu'on souhaite continuer à élargir. Nous avons aussi avec nous donc, des retours d'expérience des gestionnaires, Bruno Espinasse et Carl Deschamps, du Puy-de-Dôme et de la Haute-Loire. Et finalement, nous aurons une session de 20 minutes et pour échanger, poser vos questions. Et à ce moment-là, donc, ça sera Cédric Leroux qui va animer ces échanges. Donc, je vous propose de commencer par le contexte. Je passe la parole à Claude Georgy. Merci, merci Camilo. Bonjour à tous. En fait, si on regarde l'empreinte carbone de la France, les émissions en tonnes d'équivalent CO2 de la France, c'est à peu près de 650 millions de tonnes de CO2 par an. Et on voit que la moitié de ces émissions est due à l'utilisation des infrastructures au CO2 qui sont émis par les véhicules qui circulent sur les routes. Donc en fait, la construction de ces routes, en fait, ce que nous, entreprises de travaux publics, émettons comme CO2 tous les ans, ne représente que, mais déjà, 3,5%. Je te fais un rapide topo. C'est de dire oui ou non à un Claude Lucie. Je pense qu'il y a des gens qui laissent le micro. On n'entend pas. Claude, tu as bouclé ton son. Ah, Oui, c'est Claude, bon. tu as le micro. Ouais. C'est bon. Ouais, donc ce que je disais, c'est que la France représente à peu près 650 millions de tonnes d'émissions de tonnes équivalent CO2 par an, et que la construction routière, en fait, comptait pour 3,5% de ce taux d'émission à environ 23 millions de tonnes de CO2. Et en fait, la profession routière s'est engagée à ce qu'à l'horizon 2030, on baisse d'un tiers nos émissions de CO2 par rapport à l'année 2019. Donc, pour l'année 2019 en référence, l'idée, c'est que d'ici à 2030, on arrive à diminuer d'un tiers notre empreinte carbone au niveau de la construction routière. Suivant, Camille, s'il te plaît. Donc, en fait, il y a plusieurs leviers pour essayer de répondre à ces objectifs de décarbonation. Le principal, c'est bien sûr d'abaisser les températures pour travailler avec des matériaux plus environnementaux et donc moins chauds et qui émettraient moins de CO2. C'est aussi bien sûr réduire la distance de transport de ces matériaux jusqu'au chantier et bien sûr favoriser le recyclage, l'utilisation de matériaux recyclés et voire l'utilisation de matériaux biosourcés. Donc, ce sont tous ces leviers qui vont nous permettre de répondre à cet objectif de baisse d'émissions de gaz à effet de serre, nos émissions de gaz à effet de serre d'environ 30% à l'horizon 2030. Suivant, Camilo, s'il te plaît. Donc en fait, il faut que tous on soit déjà d'accord pour savoir comment on va mesurer cette empreinte carbone et ce taux d'émission à effet de serre. Bon, vous connaissez tous le logiciel SEV. En fait, on va utiliser le logiciel SEV qui va nous permettre de comparer
les différentes techniques utilisées pour pouvoir calculer l'empreinte carbone des différentes techniques et matériaux qu'on va utiliser dans une construction routière. Dev, en fait, permettrait, si on utilisait avec tous les modules qui le composent, de travailler ce qu'on appelle du berceau à la tombe, tout en prenant même en compte les phases d'entretien et de fin de vie, et de recyclage des matériaux. Souvent, en fait, on utilise que jusqu'à la mise en œuvre sur le chantier pour comparer en fait les différentes solutions, parce qu'on répond généralement à des appels d'offres, et les appels d'offres ne tiennent souvent compte que d'empreinte carbone jusqu'à la mise en œuvre des solutions techniques utilisées jusqu'à la mise en œuvre. Voilà. Suivant Camilo. En fait, nous, déjà, si on va regarder l'empreinte carbone de différents types de techniques, on peut regarder que si on regarde juste les enrobés à chaud, donc ça, on va regarder le taux d'émission de CO2 jusqu'à la centrale, à la fabrication. Ça ne prend pas en compte. Donc, en fait, si on regarde juste à la fabrication, à la sortie d'usine, l'empreinte carbone de différents types de matériaux, si on prend l'enrobé à chaud qui sert de référence, on voit que, en fait, de rajouter des agrégats d'enrobés permet environ à hauteur de 30% de baisser l'empreinte carbone d'environ 10%. On peut encore améliorer les choses en travaillant à tiède, et là on est environ à 14-15% de baisse d'émissions de CO2. Mais si on veut vraiment changer de paradigme et changer d'échelle, là on voit que vraiment l'utilisation des matériaux à émulsion, ce qu'on appelle les enrobés bitumineux à froid, permettent vraiment un gain significatif de l'ordre du 45 à 50% d'émissions de CO2 en fonction du taux d'agrégat d'enrobés utilisé. Et même le retraitement en place, ça permet encore un gain supplémentaire de l'ordre de 60%, 61% de taux de baisse de taux d'équivalent CO2. Sachant que je vous ai dit, là, on raisonne à la sortie usine. Pour le recyclage en place, si on prenait vraiment le gain qu'on a, parce qu'il n'y a pas de transport de matériaux sur le chantier, ce gain sera encore plus prononcé pour le retraitement en place, parce que bien sûr, par définition, on n'a pas de transport de matériaux. Voilà. Je vais laisser Frédéric Delfos continuer la présentation et à tout à l'heure si vous avez des questions. Merci. Bonjour à tous. Donc, à ce jour, le marché des enrobés à l'émulsion représente 6% du volume de fabrication, 17-18% pour les températures, les enrobés à température abaissée et 76% environ pour les enrobés à chaud. Ce qu'on note depuis ces 10 dernières années pour les procédés à froid, c'est qu'on est sur une très légère croissance. Vous voyez, on est passé de 4% du marché à 6% pour un passage de 1500 tonnes, 1 500 000 tonnes à 2 200 000 tonnes environ. La prochaine, s'il te plaît, Camilo. Donc, si on se réfère aux objectifs de la profession de décarboner d'environ moins 30% environ, il faut qu'on modifie et qu'on accélère. C'est-à-dire que si on regarde la partie rouge, c'est la partie enrobée, orange, la partie enrobée, température abaissée, bleu, procédé à froid et verte, le recyclage in situ. On a mis deux camemberts qui représentent un peu un fuseau des objectifs auxquels doivent répondre les entreprises. Et on se rend compte qu'il faut qu'on augmente notre procédé d'enrobé à froid aux alentours, on va dire, de 15 jusqu'à 20% environ, pour être dans la moitié du fuseau. Pareil pour les recyclages en place. En gros, il faut tout multiplier par au moins 4 fois notre production de froid ou de recyclage en place, et combiner bien sûr avec une augmentation des enrobés à température abaissée pour espérer avoir environ 34 à 40% de gains sur les émissions de CO2. Prochaine. Donc, c'est important aussi de rappeler un peu dans le contexte que les techniques à l'émulsion sont particulièrement bien adaptées pour réparer les chaussées dites souples. Donc, conformément aux engagements environnementaux, elles pourraient remplacer une partie des enrobés à chaud ou tiède, plus particulièrement sur les chaussées à faible trafic qui auront tardé à être entretenues. Et si on regarde un peu
au niveau français la répartition des kilomètres en fonction des zones de trafic, on se rend compte qu'il y a plus de 70% des routes qui sont faites qui sont des routes communales et des rues, et qui répondent bien aux attentes et aux objectifs des procédés à froid, sans parler de routes à fort trafic. On verra, ce sont peut-être des objectifs à l'avenir, mais déjà, on a beaucoup de routes à faire sur des objectifs à faible trafic. Suite, s'il te plaît, Camilo. Donc, ça peut paraître très difficile pour certains départements, mais c'est réalisable. Alors, là, on a donné un petit exemple qui est réalisé dans le CD31, qui déjà décarbone à moins 46% avec une forte action sur les procédés à froid. Donc, 23% du tonnage est réalisé à froid, 10% seulement à chaud, et une grosse démarche aussi sur les enrobés à température abaissée, avec des températures visées de 140 à 150 degrés, qui fait 67% du marché. Et bien sûr, tout ça combiné avec l'introduction d'agrégats d'enrobés à des taux allant de 10 à 50% pour atteindre 30% en moyenne. Et aussi une campagne importante de matériaux bitumineux coulés à froid. Et au bilan, donc je rappelle, hein, ce département qui est un peu en avance sur les procédés froids et tièdes permet de réduire son empreinte carbone de moins 46%. Donc, c'est des objectifs atteignables. Et ce PN, j'espère, permettra à tout le monde d'atteindre ces résultats. Bonjour à tous, je suis Vincent Godefroy, chercheur à l'Université Gustave Eiffel. Et donc, j'interviens sur la deuxième partie de ce webinaire, les objectifs et les actions consacrées au projet national des produits à l'émulsion de bitume. On n'a pas tellement pour l'instant parlé des matériaux, mais il faut rappeler en fait que les matériaux à l'émulsion de bitume sont constitués, comme pour les autres types d'enrobés et de granulats, éventuellement d'agrégats d'enrobés issus du recyclage d'anciennes chaussées. Et la vraie spécificité de ces matériaux, c'est la présence d'émulsion d'enrobage qui est utilisée comme liant. Donc l'émulsion, c'est un liant qui est constitué d'eau et de liant hydrocarboné, donc le bitume. C'est vraiment la spécificité de ce matériau. Donc prochaine transparent. Comme tout type de produit en fait, hein, routier, ces produits à l'émulsion sont réglementés ou en tout cas régis par des normes. Donc, que ce soit la norme NFP 98-121 ou NFP 98-139 qui concerne les matériaux de type grave émulsion ou les couches de roulement qu'on appelle les bétons bitumineux à froid sont là pour expliciter les différentes caractéristiques nécessaires pour classifier, caractériser et fabriquer, voire mettre mise en œuvre ces matériaux. Donc, vous voyez en fait dans ce transparent qu'il y a une littérature technique qui est assez abondante, hein, qui date depuis quelques années déjà pour certains produits, certains projets, comme les nombreux articles disponibles dans la revue RGRA sur ces techniques à l'émulsion. Et puis plus récemment, il y a des guides en fait, des guides techniques qui ont été édités en 2017 et en 2020 sur les matériaux coulés à froid, mais aussi sur les enrobés fabriqués en usine, les enrobés à l'émulsion fabriqués en usine. Et puis, en ce moment, il y a en cours d'écriture, il y a un guide technique qui est focalisé sur le retraitement en place à froid des anciennes chaussées. Donc, il y a beaucoup de documents disponibles pour pouvoir bien se documenter sur les éléments, mais il reste encore certains éléments à lever et certains verrous à lever. Donc, dans le cadre de ce projet national, nous avons en fait structuré le projet autour de 3 axes prioritaires qui nous semblent extrêmement importants. Tout d'abord, compléter la méthode de formulation de ces matériaux, qu'ils soient utilisés en couche de roulement ou en couche de base. Le deuxième point, c'est plus spécifiquement sur les couches de surface, proposer des recommandations pour la conception et l'entretien de ces matériaux spécifiques. Et dans un troisième temps, de développer, voire d'améliorer la méthode de dimensionnement des chaussées, des structures de chaussées qui incorporent ces produits à froid. Donc tout ça, en fait, nous amène à décliner ces 3 axes prioritaires en 6 actions spécifiques. Le premier point, il concerne les retours d'expérience. Il est extrêmement important d'avoir le retour d'expérience sur les chantiers. On va bien prendre en compte et on repartira du vrai comportement des chantiers observés sur chaussée dans des conditions réelles d'utilisation. Donc, il y a à peu près une dizaine d'années, déjà, même 15 ans, nous avions avec le réseau scientifique et technique
CEREMA, Université Gustave Eiffel, Aix, Sistar et Route de France avons travaillé au développement et la mise en œuvre de sections expérimentales dans différentes régions de France, comme vous pouvez le voir sur le transparent, entre 2006 et 2011. Et plus récemment, une expérimentation plus spécifique a été mise en œuvre sur le site nantais de l'Université Gustave Eiffel. L'objectif, en fait, est de mieux comprendre le comportement des matériaux dans des conditions d'usage spécifiques, et en particulier de mieux connaître les cinétiques d'évolution de ces matériaux dans le temps. Donc pour cela, différents chantiers ont été mis en œuvre et pour certains ont été instrumentés. Transparent suivant. Donc la vraie spécificité et la caractéristique des techniques à l'émulsion, c'est la notion de mûrissement. Alors c'est un processus qui est multifactoriel, multispécifique, qui peut se traduire en fait comme ce qui est présenté sur cette diapositive par des évolutions d'interaction entre le granulat et le liant, qui au départ est de l'émulsion et qui ensuite, avec les aspects de séchage, va se transformer en une couche de bitume qui va permettre de bien enrober les granulats. Donc ça, c'est quelque chose qui est important et qu'on souhaite continuer. D'un point de vue du comportement des matériaux, en termes d'enrobé, eh bien, ça se traduit par une montée en cohésion, une rigidification du mélange, comme on peut le voir sur le graphique en bas à gauche de la diapositive. À très jeune âge, à 1 jour ou 2 jours de mûrissement, le matériau a une performance mécanique extrêmement faible, et au fur et à mesure du temps, comme c'est montré ici avec du mûrissement à 18 degrés, eh bien, les propriétés et la rigidité du matériau augmentent au fur et à mesure de son état de mûrissement. Voilà, donc ça se traduit par une augmentation de mûrissement qu'il est nécessaire en fait de prédire, de comprendre et de prédire, qu'on soit dans différentes régions françaises, sous différents climats et différents trafics également. Donc pour cela, en fait, on s'appuiera sur les données disponibles et certaines qu'on pourra acquérir en termes de cohésion et de module du mélange, évidemment l'effet du liant aussi qui peut être important, et puis des actions un peu plus scientifiques à une plus petite échelle vis-à-vis des interactions entre liant et granulat. L'objectif étant de développer en laboratoire des méthodologies et des méthodes qui permettent en fait de simuler ce mûrissement à court ou à long terme en laboratoire par rapport au comportement du chantier. Transparent suivant. Le troisième point concerne la meilleure connaissance du comportement mécanique des mélanges. Et donc pour cela, on va continuer nos études en utilisant 2 approches qui sont complémentaires, à la fois une approche expérimentale et une approche plutôt théorique de modélisation du comportement mécanique. Vis-à-vis de l'approche expérimentale, l'idée est de poursuivre des campagnes d'essais en laboratoire à partir de matériaux prélevés sur les chantiers, avec nos outils de laboratoire de caractérisation mécanique, et également de compléter cette approche de laboratoire avec les chantiers qui ont été instrumentés, avec l'instrumentation. Donc on voit en fait ici, en bas du transparent, des courbes d'évolution de jauge de déformation qui ont été implantées dans la structure de chaussée et que l'on suit au cours du temps, en particulier sous sollicitation mécanique, comme par exemple pour les essais de FABAC réalisés à Nantes, mais aussi des sollicitations réelles avec des véhicules et des poids lourds. Donc une approche expérimentale qui sera complétée avec une approche plus théorique, de façon à alimenter nos connaissances du comportement des mélanges et, in fine, à la fin, mieux dimensionner les structures de chaussée. En particulier, l'utilisation de modèles génériques qui associent à la fois un comportement de matériaux non liés, de type grave non traité, qui sont utilisés en couche de base, et également le comportement d'un matériau bitumineux qui se développe au cours du temps avec le mûrissement. Voilà. Transparent suivant. L'action D, donc, comme je vous le disais précédemment, c'est de mieux dimensionner les structures avec des enrobés à l'émulsion. Aujourd'hui, il existe déjà des règles de dimensionnement, mais qui nous semblent un peu incomplètes. Aujourd'hui, le seul critère utilisé pour dimensionner des couches d'enrobés à l'émulsion bitume dans des structures routières est lié en fait à la déformation verticale du sol support. On n'est pas sur de la déformation horizontale comme on peut l'utiliser pour des techniques d'enrobage à chaud, par exemple. Et d'un point de vue du choix du module, aujourd'hui, on utilise un module qui va être fixe, alors qui va être différent entre celui d'une grave émulsion et d'un béton bitumineux, par exemple à froid,
Mais ce module est fixe, c'est-à-dire qu'il ne va pas être évolutif. Et dans les transparents précédents, vous avez vu qu'au cours du morcellement, la performance mécanique du matériau évolue en fonction du sang. Et ça, aujourd'hui, cette évolution, cette augmentation n'est pas prise en compte dans le temps. Donc, on souhaiterait en fait aller plus loin et aller vers des critères un peu plus complexes et le choix de modules qui puissent prendre en compte cette évolution dans le temps. Et donc pour cela, à nouveau, on souhaite en fait, vous pouvez revenir un petit peu précédemment, on souhaite en fait revenir au suivi des chantiers, continuer à leur auscultation et leur analyse, de façon à mieux comprendre aussi comment les matériaux se cassent. C'est toujours plus facile et plus pertinent de dimensionner des structures quand on connaît leur pathologie. Voilà, que ça soit de la déformation permanente de type ornérage, de la fissuration, de la tenue à l'eau ou d'autres en fait. Donc on a besoin de revenir sur ces chantiers. Il nous semble également, si on veut revenir un petit peu à notre méthode de formulation française qui est basée aussi sur l'élément du comportement réel sur chantier, mais aussi à de la prédiction à partir de matériaux fabriqués en laboratoire, de mieux prendre en compte les spécificités de la fabrication industrielle de ces matériaux à l'échelle du labo. Donc aujourd'hui, les matériaux à l'émulsion sont fabriqués dans des usines d'enrobage. Dans ces usines d'enrobage, différents types de processus de fabrication peuvent être utilisés pour s'adapter aux contraintes locales, mais aussi aux innovations que les entreprises souhaitent développer. Et il est nécessaire, pour essayer de mieux comprendre le comportement de ces matériaux, pour ceux qui ne sont fabriqués en usine, mais ceux qui seraient fabriqués en laboratoire, bien d'avoir des procédures qui permettent de représenter au mieux en labo les fabrications de chantier. Donc, on va essayer aussi, dans le cadre de ce projet, de développer ce type de processus pour permettre aussi aux gens qui souhaitent se lancer ou les collectivités qui souhaitent aussi avoir plus d'informations sur les matériaux qui sont mis en œuvre sur leur réseau, eh bien, une procédure qualifiante qui permette qui permette de caractériser je dirais, le comportement des mélanges à différentes étapes de sa vie et en particulier au jeune âge, par la qualification de la rupture de l'émulsion, de la qualité d'enrobage ou d'autres performances au jeune âge comme la cohésion et la maniabilité. Et puis enfin, pour terminer la dernière action, l'idée est donc de compléter ou d'enrichir le cadre méthodologique qui a déjà été mis en place dans des collaborations entre le réseau scientifique et technique et les entreprises françaises de construction de routes par le développement donc d'une méthode de formulation qui incorpore, comme je vous l'ai dit précédemment, des fabrications de laboratoire représentatives, du comportement des matériaux d'un point de vue du comportement mécanique qui soit plus prédictif et qui puisse être mieux compris. Et également, dans le cadre de ce projet national, on n'oublie pas en fait la capacité des enrobés à froid à incorporer beaucoup d'agrégats enrobés, jusqu'à 100% d'agrégats enrobés, et de développer plus spécifiquement un volet recyclage en complément de ce qui a été fait jusqu'à ce jour. Je repasse la parole à Camilo maintenant. Merci Vincent. Donc je vais vous parler du dispositif projet national. Et donc, il a été choisi de développer, dérouler ces projets dans ce cadre-là. En fait, les projets nationaux, ça a été créé par un décret du ministère de la Transition écologique, avec le but de rassembler plusieurs acteurs du domaine du génie civil pour traiter une problématique d'intérêt de ces domaines. Et donc, la particularité, c'est que ça réunit plusieurs acteurs, donc des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre, des bureaux d'études, des organismes de recherche, des universités, des laboratoires. Et donc, c'est justement ce dont on a besoin dans ces projets pour pouvoir répondre à l'ensemble de ces thématiques dont on nous a parlé Vincent. Donc, ces différents acteurs se réunissent autour de la table pour, de façon collaborative, apporter leur expertise, leurs compétences
et mener, ça c'est une caractéristique des projets nationaux, donc mener des expérimentations sur des chantiers en grandeur nature, et pour à la fin produire des livrables tels que des guides techniques, des recommandations, éventuellement proposer une évolution des normes, des outils informatiques, des sites internet, des sites avec lesquels on puisse diffuser ces informations. Donc, quelques aspects sur le fonctionnement au niveau du financement de ces projets nationaux. Donc, ils réunissent entre 30 et 60 partenaires pour une durée de 4 à 5 ans. Et donc, ces différents acteurs, ils payent des cotisations annuelles. Et donc, ces cotisations, elles servent à faire un fonds commun qui va servir à financer les actions qui seront menées, les actions de recherche. Et elles sont subventionnées à hauteur d'environ 30%. Et ces fonds communs, il est aussi donc, constitué par un apport du ministère et il y a aussi donc, les apports en nature, donc c'est la partie apportée par les entreprises. Donc, en tout, ça fait un budget global d'environ entre 2 et 5 millions d'euros pour le budget global. Quelques exemples de projets nationaux qui ont été développés. Et donc, bon, ici, c'est un rappel. Donc, c'est l'IREX qui fait la partie de gestion administrative et financière de ces projets. Et donc, quelques exemples. Donc, le projet MUR sur les recyclages d'enrobés et récits béton, aussi sur le recyclage du béton, et Perdub sur l'approche performantielle du béton, FastCap sur la carbonisation des agrégats recyclés, DVDC sur la durée de vie des chaussées, Aciri Plus sur l'amélioration des sols par inclusion rigide, Dolmen sur le développement d'outils et des logiciels pour la maçonnerie neuve existante, et c'est d'Europe 2 pour la chute des blocs et ouvrages de protection. Donc, c'est des projets qui, certains, voilà, qui sont toujours en cours, certains. Et donc, la procédure de labellisation, en fait, donc c'est pour obtenir le label projet national. C'est un label qui est attribué donc, par un comité qu'on appelle le CODORAC, c'est le comité d'orientation de la recherche appliquée en génie civil. C'est un comité nommé donc, par le ministère de la Transition écologique. Eux, ils évaluent les dossiers du projet et ils s'attribuent donc la labellisation qui qualifie l'excellence méthodologique et d'intérêt des positionnements stratégiques du projet vis-à-vis de la filière du génie civil. Et donc, il y a 3 étapes pour cette labellisation. L'étude d'opportunité, dans laquelle il y a un contexte, on présente des contextes, les enjeux, la pertinence du projet, une esquisse de l'état de l'art, axe de recherche et partenariat potentiel. Donc, cette partie, elle a déjà été présentée à l'automne 2022 et cette étape, elle a été validée et nous sommes aujourd'hui donc en amont de l'étude de faisabilité et de montage. Donc, ces 2 études seront réunies. Il y aura donc un seul document qui sera livré. Et donc, il s'agira de faire un état de l'art élargi avec l'identification des verrous scientifiques et techniques à lever, un programme de recherche et d'expérimentation et un budget estimatif donc, à compléter avec l'étude de montage avec une définition assez explicite. Donc, ces documents sera présenté, des documents d'études de faisabilité de montage sera présenté pour le prochain CODOR le 29 novembre 2023. Donc, je vais vous présenter le calendrier, mais les prochains CODOR du 29 novembre, il faudra que, voilà, le but, c'est que ces projets soient labellisés. Donc, voici le calendrier un petit peu dans lequel on se trouve aujourd'hui. Et donc, voilà, comme je dis ici, il y a les CODOR du 5 avril dans lequel le projet a poursuivi son avancement. Le webinaire d'aujourd'hui, le 30 mai, on continue à avancer sur ces contenus scientifiques, état de l'art, verrous et programmes. Et on envisage donc la fin du montage mi-septembre pour faire une relecture finale mi-octobre, qui est en fait la date limite du dépôt des dossiers pour ensuite avoir le temps de relecture par le comité d'orientation de la recherche. Alors, il y a plusieurs entités qui sont déjà parties investies dans les projets et donc le voici. Et donc le but aussi donc, de ces webinaires, c'est que ces partenariats s'élargissent et voilà, avec le but de contribuer avec vos différentes compétences.
Alors, je veux maintenant donner la parole à Bruno Espinasse du Puy-des-Dômes pour qu'il nous dise son retour d'expérience et attente du conseil départemental. Bonjour à toutes et tous. Donc, retour d'expérience sur le conseil départemental du Puy-de-Dôme. Donc, notre département pour localiser, donc on est au sud de la France. Slide suivant. Camilo, merci. Donc voilà, on est dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Notre réseau, c'est le 3e réseau départemental de France, avec près de 7000 km de routes départementales, dont 2000 km au-dessus de 800 mètres. On a environ 40 millions de mètres carrés. Donc le conseil départemental utilise des techniques à l'émulsion depuis de nombreuses années, donc les graves émulsions depuis plus de 30 ans et les bétons bitumineux à l'émulsion depuis 2007. Donc les graves émulsions, donc jusqu'en 2015, nous avons utilisé des graves émulsions type R de reprofilage et S structurante, avec différents taux de liant, entre 3,5 et 4,5 selon l'usage, sur des réseaux jusqu'à une classe de trafic T3. Aujourd'hui, nous avons un petit peu changé notre façon de voir les choses. On utilise des graves émulsions uniquement en reprofilage, car les BBE ont augmenté dans nos départements et ils ont remplacé les couches de roulement qu'on faisait grave émulsion plus enduit. Donc les graves émulsions sont actuellement utilisées en travaux préparatoires avant la couche de roulement mince pour redonner un uni sur nos chaussées afin de pouvoir refaire un enduit dans de bonnes conditions. Et elles sont recouvertes entre 12 et 36 mois selon leur exposition. On fait par contre un voile de scellement qui est appliqué à l'année N pour leur permettre de passer l'hiver, puisque nous avons pas mal de raclage sur nos routes. Alors les graves émulsions, notre mode d'emploi, on fait attention de les appliquer entre le 15 avril et le 15 juillet afin de permettre un mûrissement suffisant. On s'interdit de les utiliser après, puisque derrière, il nous faut un peu de chaleur pour pouvoir faire évaporer tout ce qui est fluxant, l'eau et tous les matériaux qui doivent s'évaporer. On essaye de respecter un dosage moyen d'au minimum 80 kg par mètre carré. On est plutôt entre 80 et 120 kg au mètre carré. On a essayé, il y a quelques années, de diminuer ces quantités et de passer sur des faibles quantités de l'ordre de 40 à 50 kg par mètre carré, mais qui nous ont contraints à avoir plus de déboires parce que ça ne nous permettait pas de nous affranchir des routes reçuantes qui étaient dessous la grave émulsion et ça remontait très très vite. Donc on est reparti sur le fait de repartir sur des dosages autour de 80 à 100 kg. Concernant les bétons bitumineux à l'émulsion, donc sur nos routes, les BBE sont employés vraiment à toute altitude, donc de plus de 150 mètres d'altitude jusqu'à 1300 mètres, sur des routes pouvant aller sur des classes de trafic T2. Sur les derniers essais qu'on a fait, on a pu monter sur un T2, dans des environnements pouvant aller du très ombragé à très ensoleillé, et même parfois en zone périurbaine. C'est une technique qui est très intéressante d'un point de vue environnemental, avec de nombreux atouts sur des chaussées souples, à condition qu'on respecte certaines contraintes. Donc, on a toujours la même contrainte, comme on est sur des produits à l'émulsion, d'appliquer vraiment de bonne heure, donc on va dire du 15 mai au 15 juillet, et de respecter les délais de mûrissement. On se rend compte qu'il ne faut pas les appliquer par temps humide ou pluvieux, puisqu'on a des difficultés à faire rompre l'émulsion et on a des difficultés à tenir le produit dans de bonnes conditions. Là, on a systématisé les couches d'accrochage, car on s'est rendu compte les premières années, on ne mettait pas systématiquement de couches d'accrochage, et on a pu remarquer qu'on avait des glissements dans les zones de contraintes fortes, les pentes, les rayons, par exemple. Voilà une évolution du tonnage des matériaux bitumineux sur les routes du département. Donc, on a pris les 10 dernières années. On peut se rendre compte que donc, les produits à l'émulsion sont les couleurs verte, orange et bleu. Donc, le violet, c'est les enrobés à chaud ou tiède. On n'a pas fait de distinction. La partie grave émulsion, donc la partie orange grave émulsion, comme je vous disais tout à l'heure, on voit qu'elle diminue légèrement au bénéfice des BBE. Donc les BBE, c'est la partie verte.
Et après, plus marginalement, on utilise avec un finisseur d'intervention rapide la mise en place de BBE en reprofilage pour préparer nos routes avant de réaliser l'enduit. Si on fait un focus sur l'année 2022, donc on a appliqué 104 000 tonnes de matériaux bitumineux. Sur ces 104 000 tonnes, 37 000 tonnes étaient des matériaux bitumineux à l'émulsion, que ce soit donc les GE qui représentaient 12%, les BBE 22% et le FIR plus anecdotique 2%, ce qui représente environ 36% des quantités mises en œuvre. Nous avons aussi des MBCF que nous n'avons pas mis dans le slide et nous recommençons depuis cette année du retraitement en place à l'émulsion, technique qu'on avait utilisée il y a une dizaine d'années, qu'on avait arrêté et que nous avons repris depuis 2023. Nos attentes par rapport au projet national, donc déjà notre premier objectif, c'est confronter notre politique en matière d'utilisation des techniques à l'émulsion, voir les autres départements et autres gestionnaires, quelles sont leurs politiques, eux, sur l'utilisation de ces matériaux. Pour tout ça, bien sûr, pour valoriser le fait que nous augmentons. Allô? Une coupure. Et vous voyez toujours mon écran? Oui, oui, Camilo, on te voit, Oui, c'est le oui, son qui est coupé. c'est plutôt Bruno qui est d'accord. Ah, ok. Tout à fait. Pardon. D'accord. Ok. Ah, ça y est. Vous m'entendez? Oui, oui. Je ne sais pas où ça a coupé, à quel moment. Et avant ton deuxième objectif? Mon deuxième objectif, donc, augmenter nos connaissances en la matière et améliorer nos pratiques en échangeant sur le sujet des techniques à l'émulsion avec la profession et le CEREMA, Route de France, FNTP, IREX. Et tout ceci pour augmenter à bon escient l'utilisation des matériaux qui sont économes en CO2 et en gaz à effet de serre et tendre vers un entretien routier plus éco-responsable pour le futur, puisque nos élus veulent vraiment augmenter le fait d'économiser ces CO2, ces gaz à effet de serre, pour avoir des techniques de renouvellement de chaussée plus éco-responsables. Merci Bruno. Donc, on passe la parole à Carole Deschamps, des Hautes-Loire. Bonjour. Carole Deschamps, je me présente rapidement avant. Carole Deschamps, responsable chaussée au sein du département de la Haute-Loire depuis 24 ans. Voilà. Slide suivant. Donc la Haute-Loire est juste au sud-est du Puy-de-Dôme. Notre réseau est constitué de 3400 km, donc 80% aussi, comme le Puy-de-Dôme, à plus de 800 mètres d'altitude. Le réseau principal est seulement de 674 km pour un trafic supérieur à 100 PL jour ou 1500 véhicules jour. Ensuite, on a le réseau secondaire qui est plus important, de 1700 km, avec un trafic supérieur à 50 PL et inférieur à 100 PL ou 1500 véhicules jour, sachant que ce trafic, on a un petit peu de mal à recenser le trafic agricole sur ce réseau secondaire qui a un impact fort sur la pérennité des chaussées. Slide suivant. Voilà. Donc, nous, en Haute-Loire, jusqu'à présent, pour la mise en œuvre de graves émulsions structurantes, on ne l'a jamais utilisé. On n'a pas eu l'occasion. Donc, on utilise fortement les graves émulsions de reprofilage depuis 2000, voire avant. Alors, l'utilisation la plus courante, c'est en travaux préparatoires avant enduit superficiel d'usure. Le dosage, il est de 80 à 120 kg au mètre carré selon les supports. La couche d'accrochage, je dirais comme le Puy-de-Dôme, on la conseille sur certaines zones en fonction des efforts tangentiels ou autres pour éviter des décrochages plus tard. Et ensuite, la réalisation
On recouvre ces GE par un enduit définitif qui peut être des monos à 80% ou des bicouches ou autres techniques selon l'environnement, si la zone est ombragée ou non. Et cet enduit définitif se fait de 1 an à 3 ans selon la durée de préparation de la section. Il peut être aussi recouvert à 3 semaines si c'est nécessaire pour une question de gestion, c'est-à-dire une zone très courte faisant l'objet de réparations rapides. Ensuite, le béton bitumineux à l'émulsion, on l'utilise depuis moins longtemps que le Puy-de-Dôme, depuis 2011. Alors, on a un peu la même pratique du coup. C'est en remplacement de la grave émulsion plus l'enduit. En raison de contraintes de type d'effort tangentiel, en carrefour, on l'a même utilisé en agglo. Et aussi, par exemple, pour le trafic agricole entre la ferme et le pré, et surtout sur des supports reçuants mis en œuvre d'un enduit retardé en fait. Par contre, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ce soit sur l'AGE ou sur les BBE, le reçuage remonte à terme quand même. Le dosage, il est de 80 à 100 kg moyen et la couche d'accrochage, pareil, elle est conseillée suivant le support et suivant l'environnement. À titre d'info, juste, nous avons à peu près 20% sur la totalité du tonnage utilisé, mis en œuvre. On a 20% BBE et le reste en GE. Le tonnage global pour 2022 représentait pour nous 50% par rapport aux enrobés chauds. C'est-à-dire que les enrobés chauds, on en a passé 40 000 tonnes et en enrobé froid, on a fait 23 000 tonnes, dont 20% de BBE. Voilà. Slide suivant. Alors pour nous, les avantages de la grave émulsion, c'est surtout que c'est un produit adapté à notre réseau secondaire qui est de structure souple ou voire très peu structuré, juste avec quelques centimètres de GNT. Il nous permet en utilisation en fait d'homogénéiser le support pour une réussite de l'enduit. Alors concernant les dosages, il nous est arrivé de faire du 60 ou 60-80 kg, mais avec une GE 0,6 qui nous permettait d'homogénéiser un support non déformé qui présentait des zones plus lisses et des zones grenues pour une réussite de l'enduit optimum. Ensuite, les avantages, c'est le comportement, cette maniabilité et cette souplesse qu'a le produit sous le trafic agricole notamment. Il présente peu de fissuration, il est moins cassant que le chaud. Et ensuite, les changements de température, la variation de température entre l'hiver et l'été est très bien encaissée par ce type de produit et on a très peu de fissuration à terme. Donc l'adaptabilité du dosage aussi au support, c'est-à-dire que la grave de reprofilage, elle peut passer de 0 à 100, 120 sans difficulté et possibilité de mise en œuvre au finisher, à la niveleuse et au FIR. Donc le FIR et la niveleuse, on l'utilise très peu. Nous, on a plus tendance à faire au finisseur. Pour les bétons bitumineux à l'émulsion, là, le gros avantage, c'est qu'on n'a pas de rejet par rapport à la mise en œuvre d'un enduit. Et surtout, on limite le liant qui peut remonter sur un enduit. Et notamment sur les zones à effort tangentiel ou en traverse. Ensuite, le risque limité de reçuage par rapport à un enduit, alors surtout en traverse avec les efforts tangentiels et le résultat qui peut être très problématique à reprendre. Et ensuite, pas d'enduit de fermeture à terme, c'est une couche de roulement, donc longévité plus longue que la VE. Alors, juste pour revenir là-dessus, voilà, bon là, il y a des photos. Juste pour revenir par rapport au retour d'expérience sur la RD26 qui a fait l'objet d'expertise et d'essais par plusieurs entreprises. C'était une GE structurante qui a été mise en place pour voir justement le comportement de ce type de produit en 10 ou 12 cm dans des conditions d'altitude sévères à plus de 1200 mètres d'altitude avec des fortes variations de température.
Là où je suis surprise, c'est que cette grave émulsion, au bout de 12 ans, n'a pas été recouverte et présente juste un début de plumage et quelques zones de nid de poule. Voilà, donc la GE qui n'a pas été, cette GE structurante qui n'a pas été recouverte n'a pas eu une dégradation impressionnante. Voilà. Slide suivant. Donc là, on a 2 BBE qui sont très bien réussis sur des zones qui peuvent être en pente et sinueuses. Et ensuite, une GE, pareil, en altitude sur des zones dégagées. Slide suivant. Alors, les inconvénients pour nous de la grave émulsion de reprofilage et du béton bitumineux, je les ai regroupés. C'est que les formulations faites en laboratoire ne sont pas forcément représentatives de la réussite sur site. Donc, nous, on est soumis à des marchés qui sont faits sur 4 ans, normalement, reconductibles 3 fois. Et souvent, on se retrouve avec des entreprises qui commencent ou qui ont une formulation qui n'est pas complètement validée sur terrain et où on a quelques déboires, et notamment la première année, et il faut se remettre en jambe, on va dire, la première année pour trouver le bon compromis entre les dosages, la fabrication et la mise en œuvre. Alors ensuite, la période de mise en œuvre est réduite, hein, comme l'a dit le Puy-de-Dôme. Nous, on va jusqu'au 15 août. On en a eu fait en septembre qui ont réussi, d'autres qui n'ont pas réussi. Mais on se limite, on fait plutôt 15 mai, 15 août. Donc la nécessité de la période de mûrissement qui peut être problématique par rapport au trafic et à la météo, c'est-à-dire qu'on ne peut pas anticiper les orages à venir dans les jours qui viennent. Et le trafic. Pour notre part, c'est le trafic poids lourd et notamment agricole, hein, éviter les périodes de trafic intense l'été, surtout au venage. Les conditions de mise en œuvre favorables, voilà, humidité, température, comme l'a dit le Puy-de-Dôme. Les risques avérés d'évolution défavorable, plus rapidement en zone ombragée et humide. Donc, bien surveiller le comportement de ces produits en zone ombragée et humide, car ils peuvent évoluer très vite, ou au jeune âge, ou à terme, plusieurs années plus tard, par présentation de plumage. Le risque de plumage ou nid poule, voilà, est compliqué et peut arriver très très vite si les conditions de mise en œuvre sont défavorables. Les nuits fraîches, hein, même au mois de juin ou au mois de juillet. Par contre, même s'il y a eu des orages la veille et que les produits matières premières ont été sont détrempés ou autres, la mise en œuvre peut être compliquée par une fabrication plus complexe aussi. L'intégration des AE, alors produit pour nous, chaque fois qu'il y a eu des AE dans les graves émulsions ou les BBE, on s'est confronté à un résultat beaucoup plus aléatoire et à une présence de plumage plus importante, un produit plus sensible et en particulier aux zones ombragées et humides. Et ce qu'on a aperçu aussi, ce qu'on s'est aperçu récemment, c'est que les BBE, donc on les utilise depuis les années 2011-12, les BBE nécessitent une fermeture parfois plus avant le taux de renouvellement classique, c'est-à-dire qu'on peut dire qu'un BBE peut tenir 10 ans comme une couche de roulement classique. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'au bout de 4-5 ans, on a une présence de plumage. Donc, en fait, on les maintient sous surveillance pour mettre en œuvre un enduit éventuellement. Et aussi, ce que je n'ai pas noté, c'est que le ressuage peut remonter. Le ressuage peut remonter beaucoup plus vite, d'ailleurs, on l'a remarqué sur les BBE que sur GE plus enduit. Voilà, donc slide suivant, on voit les défauts qui apparaissent. Donc la première, c'est un BBE à 80 kg, zone, on le voit, boisée, fort plumage qui se dégrade en nid de poule au bout de 3 ans de réalisation. Alors que le reste de la section qui est ensoleillée était quand même bien. Ensuite, on a un plumage grave sur GE inférieur à 1 an, qui est arrivé juste avant l'automne. Alors celle-ci, elle n'est pas spécialement ombragée, mais elle est plus en zone humide. Et à droite, plumage sur BBE, quelques mois après la réalisation. Donc là, plus peut-être un problème de formulation réalisée en laboratoire qui n'a pas été expérimenté sur le terrain et qui a un comportement au niveau du mûrissement non attendu. Voilà, slide suivant. Donc les attentes et les évolutions des produits à l'émulsion et notamment du projet national,
concernant les graves structurantes, c'est s'il était possible de pouvoir les dimensionner et de remplacer l'AGB par de l'AGE sur les trafics structurants, sur les réseaux structurants, c'est vrai que ce serait très bien parce que c'est un produit quand même économiquement et au niveau du bilan carbone meilleur. Par contre, quel comportement a ce produit face à la fissuration? Est-ce qu'il est meilleur? Est-ce qu'il ne l'est pas? Voilà, et aux variations de température. Arriver à maîtriser et à connaître ces incidences. Pour le retraitement en place, eh ben, par rapport au puits-de-Dôme, on est pareil, on est demandeur de retraitement en faible épaisseur pour éviter justement de recharger du réseau secondaire peu structuré, éviter de le recharger en GE avant de réaliser un enduit, c'est-à-dire remobiliser les matériaux en place, ce qui est intéressant au niveau environnemental, au niveau transport et surtout en termes de travaux, je pense que c'est beaucoup plus périn de remobiliser les matériaux en place et de fermer par un enduit. Donc voilà, économie des ressources. Ensuite, l'attente pour les graves émulsions de reprofilage et les bétons bitumineux à l'émulsion, je les ai groupés. La formulation doit soit plus représentative du comportement in situ. Alors, est-ce qu'il faut des planches test ou pas? Ça, c'est à valider. Est-ce que ces formulations doivent être basées sur les essais réalisés sur les produits chauds ou est-ce que c'en est d'autres? Ensuite, la stabilité des formulations et l'évolution des matériaux mis en place, voilà, et en particulier en zone ombragée et humide et suite à que ce soit pendant la période de mûrissement ou à terme, comme je l'ai dit, au bout de 3-4 ans, on a des fois des évolutions négatives. Et ensuite, l'intégration des AE, dans ces produits froids, est-ce que la remobilisation du bitume est vraiment faite, réalisée? Est-ce que cette intégration d'AE ne va pas modifier le process de fabrication, c'est-à-dire prélaquer, chauffer certains matériaux? Et est-ce que du coup, ce produit sera toujours aussi économiquement parlant et environnementalement parlant toujours intéressant? Ou alors, on va s'apparenter à un produit mi-chaud, mi-froid? Et l'intégration d'AE est-elle aussi pertinente voilà, pour les produits chauds? C'est-à-dire que nous, en Haute-Loire, on a quand même des ressources de matériaux de rabotage limitées, puisqu'on rabote en principe que les traverses ou quelques sections vraiment abîmées qui nécessitent de ne pas être conservées. Voilà, est-ce qu'il vaut mieux les intégrer sur les produits chauds ou est-ce que les intégrer dans les produits froids est vraiment pertinent si on n'a pas la ressource? Et surtout, quelles sont les incidences sur la pérennité mis en place. Voilà. Ensuite, ce que je disais aussi, c'était la maîtrise des matières premières, bien connaître ces matières premières, c'est-à-dire que l'émulsion, avec la montée en cohésion, la qualité, on sait tous que le bitume fluctue aussi. Et l'utilisation de fluxants et de dopes, on s'est aperçu que l'utilisation de fluxants modifiait le mûrissement et la qualité des matériaux. Les granulats, les cours granulos, le type de matériaux et les teneurs en eau aussi sont importantes de bien maîtriser en amont et de bien les qualifier, et l'affinité liée en gravillon, bien sûr. Et les préconisations de mise en œuvre, les couches d'accrochage sont-elles nécessaires ou pas, selon le support et la configuration? C'est sûr que sur support reçuant, nous, personnellement, on s'en affranchit. Des plans de compactage spécifiques suivant les dosages mis en place et les incidences des conditions météo, que ce soit avant fabrication sur les matériaux ou en cours de chantier ou après chantier. Voilà, je pense que j'ai fini, je sens que c'était le dernier. Ouais. Je laisse la parole à Camille. Merci Carole et donc merci à tous pour vos interventions. Je propose qu'on passe à cette séance des questions. Donc je laisse Cédric Leroux prendre la parole pour animer ces échanges. Donc si vous voulez intervenir, n'hésitez pas à lever votre main et à poser vos questions sur le chat. Bonjour à tous, merci Camilo, merci donc à l'IREX d'avoir pris l'initiative d'organiser ce webinaire. Nous sommes 150 environ à participer aujourd'hui à cette information donnée sur ce projet national sur les enrobés à l'émulsion. Donc, comme vous l'a dit Camilo, l'objectif c'est de vous informer de l'existence de
ce projet national, vous en dévoilez un peu les contours, dans quel contexte il s'inscrit, les principaux enjeux techniques qui sont déjà identifiés, que Vincent a pu vous présenter. Et donc, maintenant, c'est voilà, une fois cette information partagée, c'est vraiment d'essayer d'élargir ce partenariat, ce projet de partenariat, pour pouvoir y faire contribuer tous les acteurs concernés par le développement de ces techniques, que ce soit ceux qui nous fournissent les matières premières pour fabriquer ces émulsions, ceux qui fabriquent les émulsions, ceux qui fournissent et conçoivent les matériels pour fabriquer ces enrobés à émulsion, les entreprises qui les appliquent, et bien évidemment tous les donneurs d'ordre, les maîtres d'ouvrage qui sont amenés ou qui pourraient être intéressés pour utiliser et prescrire ces techniques plus largement sur leur réseau. Donc, à travers les retours d'expérience qui vous ont été présentés ce matin par le conseil départemental du Puy-de-Dôme et de la Haute-Loire, c'est aussi voilà, montrer que c'est des produits qui sont très bien adaptés pour entretenir certaines sections du réseau routier français, avec leurs avantages, leurs inconvénients, leurs limites d'usage, mais que au-delà de ces deux exemples, et je remercie Carole et Bruno d'avoir participé à ce webinaire, c'est bien évidemment, je pense que bien d'autres départements en métropole pourraient être intéressés pour développer plus largement, utiliser plus largement ces techniques pour l'entretien de leur réseau. Donc, comme vous l'a dit Emilio, si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas à lever la main pour poser votre question. On peut déjà peut-être commencer par prendre quelques questions qui ont été mentionnées dans la conversation liée à ce webinaire. Une première question, Antonin Richard. Quels sont les types de routes qui concentrent les applications d'enrobés? Exemple fictif, 40% des enrobés sont appliqués sur route nationale. Peut-être que Bruno ou Carole peuvent répondre, même si dans leurs interventions c'était assez explicite, mais peut-être compléter. Oui, en ce qui concerne le Puy-de-Dôme, donc c'est 80-90% sur le réseau secondaire, donc le réseau de petites catégories où on a un trafic plus faible. Voilà. Et on est sur comment dire, on est sur une application vraiment de optimum des graves émulsions des BBE sur ce type de réseau. Donc, il y avait une autre question dans la conversation là, qui était de monsieur. Oui, Carole. Oui, alors nous, les enrobés à chaud sont pareils sur le réseau structurant, sachant que sur les 40 000 tonnes de 2022, en fait, on avait simplement 14% de GB. On n'avait pas de... Voilà, c'est beaucoup du renouvellement de couches de surface. Et en ce qui concerne donc les produits froids, c'est souvent sur le réseau secondaire, mais on est monté jusqu'à des trafics à 2000 véhicules jour pour du BBE. Véhicules jour tout confondu. Hein. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ça apporte en tout cas un point de repère. Il y avait une question qui a été soulevée dans la conversation par monsieur le signor du conseil départemental de Côte-d'Or. Le délai de mûrissement implique-t-il une fermeture à la circulation? Là aussi, peut-être Carole ou Bruno peuvent partager leur expérience sur ce sujet. Carole, je te laisse en premier. Alors, nous, pour ce qui nous concerne, vu que ce sont sur des structures secondaires, on privilégie la fermeture, surtout pour de la pleine largeur. Et sécurité aussi des entreprises, on y pense, parce que malheureusement, on en a encore entendu parler récemment. Après, pour ce qui est du réseau un peu plus important, ça nous arrive aussi de le faire. Allô. Et vous m'entendez? Oui, on t'entend. Et du coup, on essaye de au moins limiter le trafic, et parfois on se pose la question concernant le trafic poids lourd, si on peut le dévier ou pas, s'il y a. Autant sur les chauds que sur le froid. Ensuite, le froid, la plus grosse problématique, c'est un peu le rejet qu'il faut gérer. C'est plus le rejet qu'il faut gérer dès qu'on se retrouve sur des trafics un peu plus élevés.
Voilà, pas autant que sur un enduit, mais il y a quelques rejets et être vigilant sur le balayage régulier. Voilà. Allez, à ce soir, ciao. Merci Carole. Une autre question de Philippe Laurence dans la conversation. Comment gérez-vous les risques de glissance entre la mise en œuvre de la grave émulsion et l'enduit superficiel d'usure qui est décalé, dont la mise en œuvre est décalée à 1 et à 3 ans? Je ne sais pas si Bruno ou Carole voulaient également. Le voile de scellement, on fait un voile de scellement, on fait un mono faiblement dosé, donc on a la rugosité nécessaire pour laisser passer en attendant l'arrivée de l'enduit sur la grave émulsion. D'accord. Alors pour notre part, on n'a pas de voile, on n'a pas d'enduit de scellement, on n'a rien du tout, on la laisse telle que. On en a même laissé plusieurs années, voire autant qu'un BBE, et on n'a aucune difficulté de perte d'adhérence ou de contrainte concernant ce produit-là. Ce sont les mêmes matériaux que pour le BBE, les gravillons sont les mêmes, donc pour certaines on est en PSV 52 et d'autres 50, donc qui ne posent pas de problème, sachant que la GE est légèrement plus ouverte et même pour ce qui concerne l'évacuation de l'eau, on n'est pas plus mal. Et ensuite, le raclage l'hiver ne nous pose pas de problème, c'est plus l'arrivée de l'hiver et les froids qui nous impactent sur les plumages éventuels. Après, pour ce qui est de l'adhérence, on n'a pas eu de difficultés ou de remarques spécifiques concernant ces produits. Voilà. Merci Carole. Une autre question qui a été mentionnée par Isabelle Grazian-Courbon. Les températures élevées des supports n'ont-ils pas aussi d'impact sur la grave émulsion, les bitumineux à l'émulsion? On parle systématiquement de température minime, mais jamais de température maxi. Est-ce que vous, dans vos retours d'expérience, vous avez pu constater des problèmes quand ces matériaux étaient appliqués sur des supports trop chauds? Non, au contraire, je dirais, parce que en fait, l'entreprise, quand elle fait sa formulation, elle prend en compte le fait que de rajouter un petit peu plus d'eau quand il fait très chaud, et comme on disait tout à l'heure, le mûrissement est important, donc je dirais que tant mieux, plus il fait chaud, mieux c'est pour la mise en œuvre de ces produits. Alors oui, c'est une technique empirique, hein, je dirais que l'expérience des entreprises est vraiment importante. La teneur en eau des matériaux mis avant fabrication est très importante et elle est très suivie par les entreprises que nous avons sur le secteur. Donc, ils arrivent à gérer. Après les fortes chaleurs, j'ai eu un cas qui n'est pas dû ni au produit ni à l'entreprise mis en place, c'est plus que, comme je le disais tout à l'heure, on a eu une période d'ensilage avec trafic PL important sur une zone qui a entraîné un fluage et un ornirage du matériau. Alerté le vendredi, je suis allée sur place, ça avait provoqué des grosses ornières de 10-15 cm. On avait mis un protocole pour le lundi et quand on est arrivé sur place le lundi, on ne voyait pratiquement plus les déformations vu que le matériau est en cours de mûrissement. Il s'est auto-recompacté en place. Voilà. Donc ça a ses avantages et ses inconvénients et ceci sous forte chaleur. Voilà. Une autre question de Michael Lito. Pour application en intersection avec possiblement un trafic agricole qui passerait sur ces zones d'intersection, est-ce qu'il faut rester en béton bituminé à l'émulsion ou plutôt assurer le coup en utilisant un enrobé à chaud classique dans ces zones peut-être un peu plus sensibles? Quel est votre point de vue, aussi votre retour d'expérience sur ces cas particuliers? Alors, nous avons utilisé les BBE au tout début dans les années 2011-2012, justement en carrefour et sur les zones impactées par les PL, trafic agricole. Honnêtement, on n'a jamais eu de déboires. Les quelques déboires qu'on a eus, c'était plus sur peut-être le manque de couches d'accrochage sur certaines zones où on a présenté un fluage du matériau, mais pas de contraintes spécifiques ni d'évolution au contraire défavorable. On l'a même utilisé récemment, il y a 3-4 ans, sur une zone d'arrivée sur un plan d'eau avec énormément de touristes. Sur le coup, le BBE marquait beaucoup avec les efforts tangentiels pour le stationnement. Et au bout d'un an, il s'est énormément poli et aucun désordre. Très bien.
Merci. Une question de Antonin Richard concernant cette fois plutôt le recyclage in situ, le recyclage à l'émulsion in situ. Voilà, comment peut-on envisager d'augmenter le nombre de chantiers de recyclage, étant donné que voilà, les chaussées qui s'y prêtent sont peut-être en linéaire un peu limitées. Enfin, il y a des contraintes effectivement qui ne permettent pas la mise en œuvre de cette technique partout. Quels sont les leviers qui sont à notre disposition pour essayer de favoriser quand même l'utilisation ou le recours à ces techniques de recyclage en place? Alors, je ne sais pas s'il y a une autre personne, Frédéric ou Claude ou un des intervenants de ce matin qui aurait un avis à partager sur ce sujet. Je sais pas. Oui, nous, on sait que c'est un vrai sujet pour le recyclage. Après, il faut une auscultation préalable, etc. Mais on reconnaît que c'est des procédés qu'on essaie de dynamiser. On essaie de reprendre ça dans le guide. Mais on est conscient, oui, c'est un des leviers technologiques à résoudre. Cette variabilité à absorber par de la formulation in situ. Je n'ai pas de réponse toute faite, mais on partage le commentaire. Partage le constat, en tout cas. Question de Guillaume Jobard. Qui contacter pour intégrer le projet national et ce partenariat? Donc, peut-être Camilo. Tu veux contacter Camilo. Camilo Durand. Donc, vous avez à l'écran son adresse email, camilo.durand@irex.asso.fr. Donc, effectivement, la personne auprès de qui vous manifestez, si vous souhaitez en savoir plus et si vous souhaitez vous engager. Moi, déjà, vous donner trois raisons qui, à mon sens, peuvent vous aider à prendre vos décisions et vous engager dans ce projet national. Déjà, première bonne raison, c'est ça vous permettre de découvrir ces techniques pour ceux qui ne les connaissent pas ou d'approfondir leurs connaissances pour ceux qui les utilisent déjà. Donc, en rencontrant, le deuxième point important, c'est de rencontrer tout un tas de personnes, d'acteurs de différents domaines qui travaillent sur ces sujets-là depuis plusieurs années et qui pourront partager avec vous leur expérience. Donc, voilà, ça c'est le deuxième intérêt de ce projet national. Et puis, c'est aussi pour vous qui allez vous engager, c'est de devenir acteur du projet. Donc, pas seulement échanger avec les gens qui participent, mais aussi donner votre point de vue, donner votre avis, faire part de vos problématiques, des freins qui vous empêchent peut-être localement de faire la promotion de ces techniques. Je voyais dans la conversation, il y a une personne qui travaille donc dans le département de la Loire, à Saint-Étienne, je crois, qui essaye de faire la promotion de ces techniques, mais qui pour l'instant rencontre quelques difficultés pour les développer plus largement. Donc, c'est aussi bénéficier de toutes les connaissances, de toutes les discussions qui auront lieu dans le cadre du projet national pour vous aider localement à faire évoluer les pratiques. Et puis, les bons arguments, les bonnes pratiques, si je peux dire, et qui vous aideront localement à déployer ça sur le terrain et donc à en favoriser l'usage. Est-ce qu'il y a une autre personne qui souhaite témoigner d'une expérience ou poser une question par rapport à… Juste, je vois qu'il y a une question sur les taux d'AE dans les GE et BBE. Vas-y, Carole. Je ne sais pas, tu veux prendre la parole, Bruno? Vas-y, je compléterai derrière. Je dirais ce qu'on D'accord. fait. Donc, nous, pour les AE, on a limité au BBE à 10% et les GE à 30%. Pourquoi? Parce qu'on s'est retrouvé justement, comme je le disais, avec des entreprises qui nous proposaient des taux de recyclage un peu plus importants et un certain niveau quand on ne limitait pas. Et comme les marchés étaient, comme je l'expliquais, sur 4 ans, la première année, on se retrouvait avec des déboires, c'est-à-dire que les entreprises proposaient du recyclage et à terme ne le mettaient pas parce que ça engendre des difficultés de formulation, de mise en œuvre et de résultats. Donc, 30% dans les GE, on y arrive, 10% dans les BBE aussi. Au-delà, et même pour arriver à ces taux, souvent, on se retrouve avec des produits sans AE, pour raison de réussite. Ça rejoint une question posée par Nelson Alvarado, qui dit, tenu compte du comportement un peu élévateur des AE dans les BBE et les graves émissions, serait-il pertinent d'encadrer le taux de réutilisation selon la qualité des AE? Ça fait partie, effectivement, je pense, des
des problématiques que l'on souhaite approfondir dans le cadre de ce projet national pour essayer de mieux encadrer l'utilisation des AE dans ce type de technique. Est-ce que d'autres personnes, alors il y a une personne qui a levé la main. La personne qui a levé la main peut prendre la parole directement si elle le souhaite. Oui, bonjour, Stéphane Ollier, Pérennis Chaussée. Je ne sais pas s'il y a des personnes de la DIR Massif Central, mais j'ai mis quelques commentaires dans la conversation. Pour vous informer que sur la RN 106, il y a eu des GE avec 12 cm structurante et un enduit sur des trafics relativement élevés, au plus de 300 poids lourds jour. Il y a eu une tentative de GE pour essayer de traiter des chaussées mixtes, pas mixtes, pardon, semi-rigides, pour évaluer la possibilité de faire du retraitement sous une couche de BBHG. Donc là, pour le moment, c'était une GE sous BBHG. Là, on est sur un trafic T0 depuis 3 ans, je crois, le chantier. Et il y a une réflexion pour retraiter les chaussées inverses, pour éliminer la GNT, en tous les cas la transformer en GE, pour éviter les déboires qu'on a sur les chaussées inverses. Voilà, je ne sais pas si la DIR Massif Central participe, mais voilà, il y a des volontés d'aller sur des trafics un peu plus élevés. Et je vais rebondir, cela rejoint ce que je disais pour les attentes. En termes de CD, de conseil départemental, je pense qu'on est intéressé par ces techniques parce que nous, soumis aux altitudes et aux variations de température, on a la problématique de fissuration et est-ce que les GE à la place des GB pourraient pallier ce souci-là et permettre aussi du retraitement derrière, évitant la fissuration. Monsieur Ollier, vous vouliez réagir à nouveau? Pardon, non, oui, en tous les cas, si on veut promouvoir le retraitement, je pense qu'il faut des gisements qui soient plus homogènes, donc on ne les trouve pas forcément sur les routes départementales. Donc si on veut augmenter cette proportion, c'est plutôt sur des routes qui sont un peu structurées, et si elles le sont, elles ont des forts trafics. Donc la question, c'est jusqu'où on peut aller pour pouvoir faire du retraitement en place. Voilà, il nous reste 2 minutes. Je voulais savoir si par rapport aux thématiques, aux axes prioritaires sur lesquels ce projet national va porter, aux enjeux techniques qui vous ont été présentés, est-ce que vous avez des observations, des réactions? Est-ce que ce sont des points qui vous paraissent pertinents ou est-ce qu'il y a d'autres points que vous n'avez pas vu mentionnés dans les interventions et qui vous paraissent importants de traiter? Donc, personne ne lève la main, personne ne prend la parole. Donc, Monsieur Richard, dans la conversation, on mentionne qu'il y aura peut-être aussi plus d'études à faire sur l'adhésivité des émulsions vis-à-vis des agrégats d'enrobés. Bon, bah, écoutez, en tout cas, voilà, j'espère que cette session d'information vous aura intéressé, que maintenant vous en savez plus sur les contours de ce projet national et les partenaires déjà présents et les axes sur lesquels le travail va porter dans les prochaines années. Donc Camilo vous a rappelé un peu le planning, donc le montage du projet en cours avec une soumission pour une labellisation en novembre de cette année et après ensuite un projet sur 4 ans. Donc voilà, n'hésitez pas à vous manifester auprès de Camilo Durand qui a remis son adresse email dans la conversation afin de, voilà, si vous êtes intéressé de participer à ce projet, faites-vous connaître, on sera ravis de vous accueillir au sein de l'équipe de montage. Élargir la base, c'est vraiment important afin que tous les acteurs concernés par ce sujet puissent être représentés et que voilà, on prenne en compte un maximum de points de vue, de retours d'expérience, de savoir pour collectivement faire en sorte que ces techniques soient plus largement utilisées et contribuent à réduire l'impact carbone de nos travaux de construction routière sur le réseau routier français. Je vous remercie tous pour votre participation et puis je laisse le dernier mot à Camilo. Et non, merci beaucoup, merci à tous pour être présents
Et donc, bon, on attend de vos nouvelles et pour pouvoir répondre à vos questions et pour travailler ensemble sur ce projet. Merci. Merci Au à vous. revoir. Au revoir. Bonne journée. Merci. Merci. Au revoir. Merci à tous. Merci.